Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous, chers collègues élus du Conseil municipal. Je salue bien entendu également celles et ceux qui nous suivent sur la chaîne locale de l'ASTV et sur les réseaux sociaux de la ville. Avant d'aborder l'ordre du jour de notre Conseil municipal, je veux en notre nom à tous saluer la mémoire de M. Didier Baumelard. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris sa disparition, la disparition de notre ami Didier le mercredi 22 janvier dernier, à l'âge de 71 ans. Didier a siégé au conseil municipal de 2001 à 2014 comme conseiller municipal délégué au quartier Europe, son quartier de cœur, mais aussi délégué au logement ainsi qu'à la commission de sécurité. Il s'est énormément investi dans ses diverses fonctions, ce qui lui valut une reconnaissance unanime de la part des habitants. Il a œuvré sans relâche dans l'intérêt général pour améliorer la vie des gens et contribuer au rayonnement de notre ville. C'était un homme attachant, un ami fidèle, un militant associatif infatigable. L'ensemble du conseil municipal se joint à moi pour présenter nos sincères condoléances à toute sa famille et à ses proches. Nos pensées vont bien entendu vers son épouse Anita, vers ses enfants, dont Stéphanie, notre directrice adjointe du service du développement culturel de la ville. Merci Didier pour ton dévouement pour Grande-Synthe et pour les Grands Saintois. Autre triste nouvelle qui nous est parvenue ce week-end avec la disparition de M. Thierry Bécuve le vendredi 21 février à l'âge de 51 ans. Ses obsèques auront lieu demain matin à Laune-Plage. Nos pensées vont vers sa famille, ses enfants et sa petite-fille, et en particulier vers notre ami André Bécuve, son papa, une des figures emblématiques de l'OGS Union. À toutes et à tous, le conseil municipal et moi-même nous unissons pour leur présenter nos plus vives condoléances. Quelques mots d'actualité maintenant, avant d'ouvrir notre séance. À commencer par le lancement des festivités carnavalesques qui a eu lieu samedi dernier, avec le réveil des structures dans une ambiance déjà bien euphorique. La fête va se poursuivre demain en ville pour les enfants, avec le carnaval enfantin et la remise des prix du concours de dessin. Sans oublier, bien entendu, le goûter en musique, ici en maison communale, après le défilé. Vendredi soir, on repassera aux choses sérieuses, pour les adultes, pour les plus grands cette fois-ci, avec la 12e édition de la Nuit des Pinches au Palais du Littoral, qui va nous entraîner dans une ambiance carnavalesque. Nuit carnavalesque avant d'enchaîner samedi dès 10h, après un court moment de récupération dans les chahuts de la bande des pêcheurs. Le dernier acte de notre programme carnavalesque 2025 sera consacré aux enfants pour le traditionnel bal enfantin organisé par les Amis des Géants le mercredi 5 mars après-midi au Palais du Littoral. Sur un autre registre, j'ai obtenu avec satisfaction, en tant que président de la Polyclinique de Grande-Synthe, l'ouverture d'une PASS, permanence d'accès aux soins de santé. Elle a ouvert le 21 janvier dernier, une structure destinée aux personnes en situation de précarité ayant des besoins de soins non urgents, que ce soit des personnes exilées, étrangères sans papier ou des personnes à la rue n'ayant plus de carte vitale. La prévention de la santé publique est un bien commun sur lequel nous ne transigerons jamais. Des nouvelles du campus de la réussite, qui poursuit son essor avec la réouverture, pourrais-je dire, du PIGE, point d'information jeunesse, après sa labellisation par le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative. Le PIGE propose des services pratiques à l'intention des jeunes, ainsi que toutes les documentations répondant à leurs préoccupations, que ce soit en termes de scolarité, de projets, de loisirs, de logement, de santé et de bien d'autres thématiques. Toujours au campus de la réussite, et je m'adresse cette fois-ci aux familles, ne manquez pas l'exposition événement intitulée « La Terre depuis l'espace », qui présente des photos de Thomas Pesquet, une exposition exceptionnelle visible au campus jusqu'au 7 mars. Autre date à retenir, nous vous proposons 2 journées participatives ouvertes à tous pour des échanges et des ateliers de réflexion collective portant sur la justice alimentaire. Ces rencontres auront lieu les mardis 11 et mercredi 12 mars en maison communale. Elles seront animées par l'association Aequitas. Parmi les sujets qui seront abordés, on évoquera entre autres les incidences de nos comportements alimentaires sur notre santé, sur notre budget et sur notre environnement. N'hésitez pas à rejoindre ces ateliers. Les modalités d'inscription figurent sur le site internet de la ville. C'est bien entendu entièrement gratuit. Pour terminer, ne manquez pas le traditionnel concert de printemps au Palais du Littoral le dimanche 9 mars prochain à 15h30.
Un concert présenté par l'Orchestre d'harmonie de Grande-Synthe, qui recevra à cette occasion le Grand Orchestre de l'Homme-Plage. Je propose que le secrétaire de la réunion soit M. Benoît Cuvillier. Y a-t-il d'autres candidatures? Comme il n'y en a pas, Benoît, tu es secrétaire de la séance et je te donne la parole pour procéder à l'appel des élus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors donc, Axe Marjorie, Afaska Kadouj, excusez, Amichi Keltoum, Arab Redouane, excusez, me donne pouvoir, Belkala Najat, excusez, donne pouvoir à monsieur El Abbassi, Beyar Martial, Kalon Nicolas, Shabab Selima, excusez, donne pouvoir à madame Axe, Cordier Claudine, Cuvillier Benoît présent, Dacosta Albert, Daoudi Samira, Da Silva José, Dami Nicolas, Dassonville Michel, Desmazières Nathalie, El Abbassi Habib, Fanchon Karine, Abchi Aïcha, excusez, donne pouvoir à madame Desmazières, Juste Patrick, Junot Bernard, Leca David, Maza Sylvain, Mesman Vanel Chantal, Michel Daniel, Pâques Véronique, Pinel Atab Michel, Plaquet Jean-Christophe, Ria Fetti, Samier Vanlard Odile, Sergent William, Tuile Karima, Vanel Anne-Sophie, Vergrit Denis, absent excusé, Zambil Gossian Sarrazin Nadia. Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer. Je vous propose de commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2024. Je vous rappelle qu'il peut faire l'objet de modifications uniquement sur la forme ou d'interventions sur la forme et non pas le fond. Y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de le passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. On commence notre ordre du jour par l'administration générale. Et le point numéro 1, je passe la parole à madame Desmazières pour la création d'un emploi non permanent à temps complet à la médiathèque. Merci, monsieur le maire. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique susvisé, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Monsieur le maire propose à l'Assemblée la création d'un emploi permanent d'agent d'accueil à la médiathèque à temps non complet, à haute de 28 heures par semaine, à compter du 1er mars 2025 pour exercer des missions d'accueil, de service public et d'administration générale. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, à temps non complet, 28 heures par semaine. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Axe? Oui, je voulais savoir si c'était une création pure ou alors une création-suppression. En avancement de grade. Oui. D'accord, ok, merci. Création pour un avancement de grade. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Si on n'a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. Point numéro 2, la création d'un emploi permanent à temps complet à l'EHPAD. Madame Desmazières. Création d'un emploi permanent à temps complet à l'EHPAD. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique susvisé, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Monsieur le maire propose à l'Assemblée la création d'un emploi permanent d'auxiliaire de soins à l'EHPAD à temps complet à compter du 1er mars 2025 pour exercer des missions d'accueil, de prise en charge, de suivi et de soins en faveur des résidents de l'EHPAD. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire au grade d'auxiliaire de soins territorial principal de 2e classe, spécialité aide médico-psychologique de catégorie C à temps complet. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole? La même question. Un avancement de grade? C'est suite à la réussite à un concours. Ok, merci. Pas d'autres demandes de prise de parole, on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie.
Point numéro 3, l'augmentation du nombre de titres restaurants. Madame Desmassières. Par délibération du 7-8-2019 du 15 octobre 2019, le Conseil municipal a décidé d'octroyer 60 titres restaurants par an et par agent d'une valeur de 6 € sous forme dématérialisée ou sous format papier au choix de l'agent, pour une valeur annuelle de 360 € et de prendre en charge 3,45 € par ticket par agent pour les titulaires stagiaires ou en CDI de la collectivité. Par délibération ADM 6-4-2024 du 15 octobre 2024, Monsieur le maire a ouvert depuis le 1er janvier 2025 ce dispositif aux agents contractuels permanents et non permanents, à hauteur de maximum 5 titres restaurants par mois d'une valeur unitaire de 6 € et de prendre en charge 3,45 € par titre. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'octroyer 10 titres de restaurants supplémentaires par agent et par an. Ainsi, les agents titulaires, stagiaires et en CDI pourront bénéficier à leur demande de 70 titres par an, sous réserve d'avoir effectué le nombre de journées complètes durant l'année. Le montant annuel passerait donc à 420 € maximum par an. Les contractuels pourront également bénéficier de cette augmentation. Ils bénéficieront de 6 titres restaurants maximum par mois pendant 10 mois et de 5 titres restaurants maximum pendant 2 mois, sous réserve d'avoir effectué la demande et être présent le nombre de journées complètes suffisantes durant le mois. Il est à ce titre rappelé que la valeur unitaire d'un titre restaurant est fixée à la somme de 6 €. La collectivité prend en charge 57,5% du titre restaurant, soit 3,45 € par titre. L'agent prend en charge 42,5% du titre restaurant, soit 2,55 € par titre. La prise en charge de l'agent est opérée via retenue sur salaire. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Namax. Juste à titre d'information, en fait, je voulais savoir à quoi correspond le montant des... Enfin, le nombre de titres. On passe de 6 à 7 par mois, mais sur quoi on s'est basé pour ce nombre? C'est une information, c'est pour ma gouverne. Je vais vous répondre. À Grande-Synthe, avant qu'on soit élu, le nombre de titres restaurants avait été fixé à 50. C'était comme ça, c'était dans l'historique de la ville avec une valeur faciale de... Alors c'est combien la valeur faciale? C'est 6 €. On a fait des calculs pour justement rétablir un peu d'équilibre sur le nombre de titres restaurants par rapport à la valeur faciale, par rapport au nombre de jours travaillés, par rapport à tous les paramètres que vous connaissez pour pouvoir attribuer les titres restaurants. On avait déjà pris il y a quelque temps une première décision, c'était celle de passer de 50 à 60 tickets restaurants. On a pris une deuxième décision, c'est d'ouvrir aussi aux emplois non permanents dernièrement. Et là, effectivement, on a pris la décision aussi de proposer l'augmentation à 10. D'ailleurs, ça a été approuvé au CST à l'unanimité le 4 février dernier. Et c'est vrai que c'était aussi le souci de ne pas retirer des agents de la possibilité de pouvoir les titres restaurants, parce que le plus facile, c'est vrai, quand on met 60 ou 70 tickets restaurants, bon, normalement, tout le monde a dans l'année 60 ou 70 jours de travail. Mais c'est vrai qu'on pourrait, et on l'a fait, on a fait différentes études pour savoir si on pouvait en octroyer plus avec une valeur faciale moindre. Vous savez, c'est un tableau Excel à double entrée qui est compliqué. Et voilà, on est resté sur le mode opératoire qui était celui traditionnellement, historiquement, de la ville de Grande-Synthe, sur une valeur faciale à 6 €. Et nous, on a pris la décision avec Nathalie et les services, que je remercie d'ailleurs au passage pour leur travail effectué sur ce dossier-là, d'augmenter le nombre de tickets. J'espère avoir répondu à votre demande. Je pensais qu'il y avait une raison particulière pour le nombre, mais... Non, c'est l'historique, parce que c'est vrai qu'historiquement, Grande-Synthe, c'était sur une base de 50 tickets restaurants. Oui. Nous, on a fait le choix pour augmenter aussi, et travailler un peu sur le pouvoir d'achat de nos agents de façon indirecte, d'augmenter le nombre de tickets restaurants de 50, 60 et à 70 maintenant. Après, il y a aussi derrière, et on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parle de masse salariale, il y a aussi un effet d'équilibre budgétaire à trouver et de possibilités d'action pour améliorer aussi les rémunérations de nos agents, mais ça, c'est un autre débat. Je connais bien cette partie-là. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur ce sujet? Non. Si on n'a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour les agents de notre collectivité, ça nous permet de passer à un point important, qui est aussi le point de rapport égalité femmes-hommes présenté par Véronique Pâques. Merci, Monsieur le maire.
Le maire informe l'Assemblée, en application de la loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, articles 61 et 77 de la loi, les communes doivent présenter à l'Assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Cette présentation a lieu préalablement au débat sur le projet de budget. Les modalités et contenus de ce rapport ont été précisés par décret numéro 2015-761 du 24 juin 2015. Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération, articulation vie professionnelle, vie personnelle. Au-delà de l'état des lieux, il doit également comporter un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrire les orientations pluriannuelles. Le rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes vous est donc présenté en pièces jointes. Et il est demandé à l'Assemblée de prendre acte du rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, s'agissant d'un rapport, il n'est pas soumis au vote, il est juste porté à connaissance des membres du conseil municipal. Ça me permet aussi de remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur ce rapport, parce que c'est assez fastidieux, c'est utile, mais fastidieux, et ça demande beaucoup d'engagement pour sortir un rapport qui soit opportun. Et en tout cas, je vous remercie pour ce travail. Point numéro 5, et je passe la parole à Michel Attap pour l'adhésion au réseau Ombéliscience. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire souhaiterait que la ville de Grande-Synthe, par l'intermédiaire du campus de la Réussite, rejoigne le réseau Ombéliscience. Ombéliscience est le réseau des acteurs engagés dans le partage des sciences et techniques en Hauts-de-France. Y adhérer permettra au campus et aux autres structures de la ville qui contribueront au partage des sciences et techniques de faire connaître leur action et gagner en visibilité, rencontrer d'autres acteurs et s'inspirer des réussites, co-construire de nouveaux projets avec le réseau d'acteurs et de la culture scientifique, technique et industrielle, connaître les acteurs de culture scientifique et rencontrer des partenaires, acquérir de nouvelles compétences. Pour une collectivité territoriale dont le nombre d'habitants est compris entre 5 000 et 100 000 habitants, le montant de la cotisation annuelle est de 220 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, je vous propose de passer au vote l'adhésion au réseau Ombéliscience. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie, surtout pour les jeunes qui fréquentent le campus de plus en plus nombreux. L'adhésion à la Confédération nationale de danse. Nadia. Merci, Monsieur le maire. Afin de procéder à l'inscription des élèves de l'EMAS à un concours de danse régional en 2025, la collectivité doit adhérer à la Confédération nationale de danse région Hauts-de-France. Ce concours permettra à quelques adhérents de la section danse de l'EMAS d'évaluer leur pratique au niveau régional. Le coût annuel de cette adhésion est de 110 € pour 2025. Le coût de l'inscription des élèves au concours s'élèvera quant à lui à 140 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole pour cette adhésion, la Confédération nationale de danse? Non. S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. Et c'est une bonne chose pour nos élèves de l'école de danse qui pourront du coup se confronter et se faire juger par des professionnels. Le point B, c'est les contrats et marchés, c'est l'état récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 14 novembre 2024. Appelle-t-il des observations de votre part? Non. S'agissant d'un état récapitulatif, il a été transmis aux membres du conseil municipal et, si je ne me trompe pas, Madame Fournier, il n'appelle pas de vote. Je deviens bon. On passe à la programmation et je passe la parole à Madame Anne-Sophie Vanel pour la demande de FIC pour l'extension et les réhabilitations de l'école maternelle Buffon. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire informe l'Assemblée que la communauté urbaine de Dunkerque a adopté, par délibération du 5 octobre 2023, la création d'une enveloppe FIC supplémentaire dite transition énergétique de 6 millions pour limiter le phénomène de hausse significative des charges énergétiques dans un contexte de forte inflation
et apporter ainsi un soutien financier aux communes du territoire dans la réalisation d'investissements visant à rationaliser le fonctionnement de leurs équipements et à limiter la consommation énergétique de ces derniers. Pour la commune de Grande-Synthe, le montant maximum proposé pour ce fonds est de 788 160 €. Le taux de subvention sollicité au titre du FIC ne doit pas excéder 50% du coût restant à la charge de la commune, déduction faite des autres subventions allouées. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de solliciter cette dotation pour la part des travaux entrant dans la thématique transition énergétique de l'opération extension et réhabilitation de l'école maternelle Buffon pour un montant de 560 051 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette première délibération sur le FIC? Si on n'a pas concernant l'extension et la réhabilitation de l'école maternelle Buffon et la demande à hauteur de 560 051 €, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point numéro 2, qui est toujours une demande de FIC pour la reconstruction des services techniques et l'installation de panneaux photovoltaïques. Monsieur Junot. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de solliciter cette dotation du FIC pour la part des travaux entrant dans la thématique transition énergétique de l'opération reconstruction des services techniques, installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 110 853 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette décision. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Sur les 110 000, c'est bien entendu que sur la base des 50% de ce qui est éligible à la transition énergétique. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote pour cette demande de FIC pour les panneaux photovoltaïques sur le projet de reconstruction des services techniques. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et on passe au point numéro 3, qui est aussi une demande de FIC pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures élémentaires Chabrier et Maison de quartier Saint-Jacques. Nicolas. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de solliciter cette dotation du FIC pour les travaux d'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l'école élémentaire Chabrier et Maison de quartier Saint-Jacques, entrant dans la thématique transition énergétique pour un montant de 88 697. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Nicolas. Sur cette demande de FIC, y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur la demande de FIC sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures élémentaires Chabrier et Maison de quartier Saint-Jacques. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et pour la dernière demande de FIC, je passe la parole à Patrick Juste pour l'installation d'éclairage LED au forum du Palais du Littoral. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de solliciter sa dotation du FIC pour les travaux d'installation d'éclairage de LED au forum du Palais du Littoral, entrant dans la thématique transition énergétique pour un montant de 23 559 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. C'est même 28 559 €. J'ai dit 23 000. On gagne 5 000. 28 559 €. Donc sur ce quatrième point de demande de FIC, y a-t-il des demandes de prise de parole? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. On passe aux finances et avec le premier point qui est l'attribution de compensation prévisionnelle 2024 de la CUD. Et je passe la parole à notre adjoint aux finances, Benoît Cuvillier. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle aux membres du Conseil que, conformément au Code général des impôts, l'attribution de compensation est un reversement mis en place ayant pour objet d'assurer la neutralité budgétaire du changement de régime, la neutralité budgétaire du changement de régime fiscal et des transferts de compétences. Il est également rappelé que l'architecture de la dotation de solidarité communautaire est modifiée par délibération du Conseil communautaire de Dunkerque en date du 24 novembre 2021. L'AC communautaire comprend 3 composantes. Il y a l'AC historique d'un montant de 33 581 262 €. Il y a l'AC de transfert de compétences ou de services communs. Au 1er janvier 2024, l'Office de tourisme et des congrès communautaires ayant été transformé en établissement public industriel et commercial,
Le produit de la taxe de séjour lui est dorénavant reversé, permettant de réduire le coût de transfert des compétences de 48 500 € pour l'année 2024. Ce transfert est de droit car réglementaire. Ce montant est donc repris en plus dans le calcul de notre AC. Le transfert de la compétence environnement numérique de travail, acté par la délibération de la communauté urbaine de Dunkerque du 26 juin 2023, le transfert de cette compétence a pour effet un prélèvement de 4 015 € sur l'AC. Le transfert de la compétence pour l'habitat indigne, ce transfert correspond à un prélèvement de 11 000 € sur notre AC. Le service commun pour l'instruction des demandes d'enseigne, préenseigne et publicité qui a été créé au 1er janvier 2023. Ce service fait l'objet d'une facturation à la ville de Grande-Synthe déduite de l'AC. Pour 2024, le coût de ce service est de 2 530 €. Le service commun énergie créé à compter du 1er janvier 2024 pour un montant de 93 802 € qui sera déduit également de notre AC. Nous avons eu aussi une régularisation de 2 597 € pour notre AC définitif 2023 suite au calcul du coût réel de service commun. L'AC prélèvement de fiscalité dans le cadre de la dotation de solidarité communautaire. Dans une délibération qui a fixé les montants de ce reversement, il est précisé que l'AC est révisé au titre du prélèvement de fiscalité mis en place par la nouvelle DSC. Il est rappelé ci-après le principe qu'au titre de la solidarité renforcée entre les communes, un mécanisme de partage de la fiscalité des communes est prévu au sein de la dotation de solidarité communautaire. Ce mécanisme a été inscrit dans le pacte fiscal et financier de solidarité de 2021 à 2026 et adopté par le Conseil communautaire au 1er juillet 2021. Il consiste en un prélèvement de la fiscalité pour chaque commune qui sera remis en répartition entre les communes selon des critères de solidarité. Lié à la variation fiscale de la commune, il se traduit en un prélèvement, un écrêtement de 1/3 de la variation de la fiscalité des communes. Cet écrêtement sera appliqué sur les hausses, donc c'est un écrêtement positif, mais également sur les baisses, écrêtement négatif de la fiscalité, permettant une logique complète de solidarité, de mettre en répartition les gains de fiscalité, mais également d'amortir les éventuelles pertes de fiscalité. Une part de ce prélèvement global est ensuite reversée aux communes via des critères de solidarité comme évoqué. Cette part reversée aux communes pourra varier en fonction de chaque année entre 30% et 100%. Ainsi, le montant de la fiscalité reversée à la commune peut être plus ou moins élevé par rapport à son montant prélevé. Ce principe de modulation de l'AC dans le cadre d'un prélèvement de fiscalité a été précisé par l'administration fiscale sous réserve d'un accord individuel des communes concernées, accord matérialisé par une délibération. Il a été proposé concernant le prélèvement de fiscalité de réduire les attributions de compensation des communes à hauteur de 9 536 151 € pour l'ensemble des communes, dont 482 745 € pour la ville de Grande-Synthe. Ce prélèvement correspond au cumul de fiscalité des années précédentes entre 2021 et 2024. Il est donc proposé au Conseil d'accepter le principe de la révision libre de l'attribution de compensation, qui consiste en un prélèvement de fiscalité mise en place par la nouvelle dotation de solidarité communautaire versée par la CUD à ses communes membres, et d'approuver en conséquence le montant total de l'attribution de compensation de la ville de Grande-Synthe, fixé à 33 073 € au titre de l'année 2024. Merci Benoît. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Axe. Oui, concernant les services communs, en fait, je prends un exemple, l'énergie. On était à combien de personnes sur ces missions à la ville de Grande-Synthe au préalable? Et elles sont devenues quoi? Attendez, je vais vous répondre. Le service énergie à la ville de Grande-Synthe comptait initialement une seule personne. On a renforcé le service à 2, en sachant que c'est de plus en plus compliqué. On a voulu garder la compétence de l'éclairage public, puisqu'on aurait pu le mutualiser avec la communauté urbaine de Dunkerque. Mais aujourd'hui, pour ce que tout le monde sait, avec la hausse de l'énergie, on a préféré passer aussi par le service commun de l'énergie de la communauté urbaine pour faire toute la partie ingénierie. Ce qui fait que nous, pendant des années, la partie ingénierie n'a pas, faute de compétences d'ingénieurs dans nos équipes, mais aussi faute de temps, n'a pas pu être faite. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est parti sur le service commun de l'énergie, communauté urbaine, et on a même renforcé notre service avec une deuxième personne. D'accord. On a du coup un retour sur investissement?
Oui, ben, on vient de commencer, donc c'est un peu difficile à estimer le retour. Il y a aussi les fameux bons énergie à aller chercher, c'est les CPE, ça s'appelle, il me semble. Les C2E, voilà, les C2E. Donc pareil, c'est aussi pour pouvoir valoriser les C2E qu'on est parti sur le service commun. Il faut savoir qu'il y a très peu de villes qui avaient l'ingénierie pour aller valoriser les C2E, et là aujourd'hui on sera en capacité de le faire. C'est un peu tôt pour avoir un retour sur investissement, mais il faut savoir que si nous, par exemple, on avait voulu faire un service qui est corollaire à celui, un service municipal corollaire à celui de la communauté urbaine de Dunkerque, on aurait été sur 3 embauches supplémentaires pour avoir un service énergie qui puisse être effectif. Puisque 93 000, ça fait à peu près 2 ETP, quoi. Ça dépend à quel niveau, bien entendu, mais c'est à peu près ça si on fait sur la moyenne. On aura un Tout dépend retour, combien les gens... Vous attendez un retour à quel moment environ? Ah bah dès qu'on aura une année effective, on aura forcément un retour. Ok. On pourra avoir aussi le retour du coup. Merci. C'est transparent là-dessus. Hein. Vous savez, c'est pas de la dépense, hein, c'est de la dépense. C'est de la non-recette. Voilà. Quand même. Non, faites dites pas ce que j'ai pas dit. C'est de la dépense parce qu'on part sur un service commun, mais c'est aussi quelque chose qui doit nous aider à rationaliser et aussi à faire des économies d'échelle sur le prix d'achat du kilowattheure, puisque le but aussi, ce sera effectif ou pas, ça je peux pas vous le dire aujourd'hui puisqu'on n'a pas de recul nécessaire, mais le groupement aussi sert à acheter normalement le kilowattheure moins cher. Au plus on est nombreux, au plus on achète de kilowattheures, potentiellement, au moins on le paie cher. Ça, c'est quand même la première des bases. Et après, c'est aussi tous les C2E à valoriser et à valoriser de façon monétaire. Et après, c'est aussi la rationalisation de nos consommations et de toute l'énergie de la ville de Grande-Synthe. Je demande à ce que ça fonctionne. Pardon ? Je ne voudrais que ça fonctionne bien. Vous savez, nous, on a pris la décision au niveau du conseil municipal de ne pas aller, peut-être que d'autres voudraient le faire, mais vers la voie de la mutualisation, ni sur la surconsommation des services communs. On va vers un service commun lorsque forcément on n'a pas la compétence. Le meilleur exemple, c'est celui de la publicité des enseignes. Est-ce que nous, ça vaut le coup de faire un service indépendant Ville de Grande-Synthe sur les enseignes extérieures? Bien entendu que non. Donc là, qu'il y ait un service commun, ça ne choque personne et je pense que c'est même plutôt profitable. Ouais. Donc effectivement... C'est pour ça que l'évaluation sera bien... Ah bah oui, de toute façon, il y aura des évaluations des deux côtés. Il y en aura une de la part de la communauté urbaine de Dunkerque et il y en aura aussi de chaque ville qui rentre dans ces services communs, fort heureusement. Merci. D'autres demandes de prise de parole? Si on n'a pas sur ce point numéro 1, qui est l'attribution de compensation prévisionnelle 2024 de la CUD, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La mise en place par la CUD d'une attribution de compensation d'investissement, Benoît. Merci Monsieur le maire. Donc Monsieur le maire rappelle aux membres du Conseil que l'attribution de compensation définie par le Code général des impôts est à l'origine d'un reversement de fiscalité qui avait pour objectif d'assurer la neutralité financière et budgétaire du passage en taxe professionnelle unique, d'où son imputation en section de fonctionnement dans les budgets de la collectivité concernée. Cette attribution de compensation permet également d'assurer la neutralité des transferts de charges qui interviennent alors dans des transferts de compétences et d'équipements des communes aux établissements publics de coopération intercommunale ou dans la création de services communs issus des mouvements de mutualisation, comme nous venons de l'évoquer. Au regard du développement de ces deux types de transferts de charges, l'attribution de compensation imputée en section de fonctionnement comprend donc désormais également des charges d'investissement qui devraient relever de la section d'investissement. En outre, cette imputation historique unique conduit à une réduction du niveau d'épargne des communes qui ne reflète pas la réalité des charges transférées. Face à ce constat, le législateur a modifié le Code général des impôts qui permet désormais aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique de créer une attribution de compensation dite d'investissement imputée sur la section d'investissement afin de neutraliser réellement la part des dépenses d'investissement identifiées dans les transferts de charges. Cette affectation en section d'investissement peut être décidée dans le cadre de la fixation ou de la révision libre du montant de l'AC, c'est-à-dire par délibération concordante au conseil communautaire statuant à la majorité des 2/3 et des conseils municipaux des communes membres intéressées.
Il est donc proposé d'approuver l'instauration d'une AC d'investissement qui concernera les services communs créés à partir de 2025. Les services communs existants préalablement feront progressivement l'objet d'une évaluation pour la mise en place de cette AC. Les transferts de compétences opérés à partir de 2025, dont la compétence éclairage public et les charges d'investissement arrêtées lors de ce transfert au 1er janvier 2025. L'estimation de ces montants de l'AC à prévoir ou à verser figurera dans la délibération sur l'attribution de compensation prévisionnelle de 2025. Au niveau comptable, le transfert d'équipement d'une commune vers un EPCI intégré dans l'AC d'investissement se traduit par une dépense d'investissement sur le compte 2046 pour la commune et sur une recette d'investissement sur le compte 13 146 pour le PCI. Il est donc demandé au Conseil de se prononcer sur cette délibération. Merci Benoît. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Sur le transfert de compétences d'éclairage public que vous parliez juste avant, on avait eu ce débat-là, il me semble, sur un conseil municipal où justement vous étiez défenseur du travail en régie. Aujourd'hui, est-ce qu'on aura le même impact communautaire sur la rapidité, sur tout ce qui est maintenance de l'éclairage public, ou est-ce qu'il n'y a que l'ingénierie qui est... Non, c'est deux sujets différents. Là, on a bien parlé tout à l'heure de ce qui était ingénierie, la compétence éclairage public. La ville de Grande-Synthe l'a gardée, aussi bien en capacité d'investissement que de gestion. Non, on n'a pas du tout... on n'a pas été dans un service... On a été dans un service commun d'ingénierie, mais on n'a pas été sur une mutualisation. C'est la différence entre le service commun et la mutualisation. D'autres demandes de prise de parole? Non. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et on passe au débat d'orientation budgétaire. Benoît, je te laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, comme chaque année à cette période, nous nous retrouvons pour un moment essentiel de débat et de démocratie autour des orientations budgétaires de notre commune. Avant d'ouvrir le débat d'orientation budgétaire, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au service des finances de la ville et à sa directrice Stéphanie Fournier. Grâce à leur travail rigoureux, un rapport clair, précis et transparent a été communiqué à chacun d'entre vous, facilitant ainsi la qualité des échanges de ce soir. Je tiens à remercier également le cabinet Klopfer, qui depuis 2001 maintenant permet de vérifier la véracité et la sincérité de nos chiffres, même si certains se sont permis d'en douter lors de la réunion de présentation. Vous le savez, aujourd'hui, le débat d'orientation budgétaire n'est pas là pour entrer dans le détail des chiffres. Nous aurons cette occasion au cours du vote du budget primitif. Néanmoins, pour lancer le débat, il est impossible de faire l'impasse sur quelques éléments essentiels qui influent ou pèsent parfois sur le sens de nos décisions. Je commencerai bien sûr par évoquer le contexte économique mondial et les crises successives que nous avons traversées depuis 5 ans. Crise sanitaire, conflit en Ukraine, en Palestine, crise de l'énergie, l'inflation importante, sont autant de facteurs ayant pour un impact de près ou de loin sur les finances de notre collectivité. À cette instabilité économique ambiante depuis quelques années est venue s'ajouter aujourd'hui une instabilité institutionnelle et politique provoquée par le président de la République par la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette dissolution aura surtout mis en lumière un déficit public abyssal, énième preuve, s'il en fallait encore, que la politique menée par les gouvernements successifs de Macron est un échec total sur tous les plans. Casse sociale avec la réforme du Pôle emploi, de l'APL, des retraites. Casse éducative avec le manque de professeurs, comme nous l'avons encore constaté au Collège Anne-Franck ou au lycée du Nord-Dover. Casse morale et éthique avec le vote d'une loi migration dangereusement proche des idées de l'extrême droite. Ce déficit public pharaonique, malgré des économies faites sur les acquis sociaux de nos concitoyens, a de nombreuses conséquences pour les collectivités que nous sommes. En effet, les gouvernements lorgnent sur les finances des collectivités locales, pourtant bonnes élèves en la matière. Nous avions déjà alerté lors du précédent Conseil sur la proposition de loi de finances du gouvernement Barnier des possibilités de répercussions pour notre collectivité à hauteur de 2 millions d'euros. Nous resterons bien sûr très attentifs sur les répercussions de la loi de finances du gouvernement Bayrou, certes moins impactantes à première vue pour notre ville. Je le répète, mais la répétition fixe la notion, les municipalités sont souvent bonnes élèves dans leur gestion budgétaire. Grande-Synthe en est d'ailleurs un très bon exemple. J'invite le gouvernement, comme à chaque fois, à trouver des ressources ailleurs que sur les collectivités. Les idées sont nombreuses.
la taxe sur les superprofits, le retour de l'impôt sur la fortune ou encore la lutte contre l'évasion fiscale. Les collectivités locales ne peuvent et ne doivent pas être la variable d'ajustement budgétaire d'un État qui, lui, n'est pas contraint dans ses dépenses. C'est à travers ce contexte d'instabilité économique et politique et les contraintes que cela occasionne que nous avons élaboré un budget primitif qui vous sera proposé au prochain conseil municipal. Vous l'avez compris, ces éléments de contexte nous amènent à présenter un budget réfléchi, responsable et maîtrisé, sans pour autant oblitérer la haute ambition que nous portons à destination de nos concitoyens et de notre ville. Nous serons ravis de vous le présenter et de vous présenter un budget pour changer la vie et changer la ville. Pour commencer le débat, je vais évoquer les recettes de fonctionnement. Comme vous le savez, nos recettes de fonctionnement reposent principalement sur des dotations figées. Chaque année, nous recevons l'allocation de compensation que nous venons d'évoquer et la dotation de solidarité communautaire. Elle représente 57% de nos recettes. Une autre source majeure émanant de l'État est la dotation de solidarité urbaine qui représente 10% de nos recettes de fonctionnement. En outre, avec le soutien des services et de la collectivité, nous sommes fortement engagés dans la recherche de subventions. Pour exemple, nous collaborons avec la CAF dans le cadre de la Convention territoriale globale, ce qui permet de bénéficier de 2,2 millions d'euros de subventions. Je tiens évidemment à remercier les élus de la majorité et les services pour leur implication constante à la recherche de subventions et d'opportunités. Enfin, une autre source majeure de revenus pour notre commune est la fiscalité. Elle constitue 17% de nos recettes. Changer la vie, c'est faire le choix, malgré des recettes figées, de ne pas impacter le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Pour la 24e année consécutive, la part communale d'impôts locaux ne sera pas réévaluée. Pour conclure sur nos recettes de fonctionnement, nous prévoyons une légère augmentation de 0,5% par rapport à 2024. Nous pouvons maintenant évoquer les dépenses de fonctionnement. Afin de préserver une capacité d'agir pour porter notre projet ambitieux, elle nécessite une gestion responsable, en commençant par la volonté de réduire nos dépenses de 0,9% cette année. Malgré, je le rappelle, un contexte inflationniste défavorable estimé à plus 1,6%. Changer la vie, changer la ville, c'est agir en responsabilité pour nous permettre de construire les projets et la ville de demain, en maintenant des finances saines et stables. Cela passe par une maîtrise et un regard attentif sur notre masse salariale, qui représente 64% de nos dépenses de fonctionnement. Depuis 2022, avec notre élue, Nathalie Desmazières, et les services des ressources humaines, nous y portons une attention particulière qui porte ses fruits à ce jour. En effet, nous proposons de reconduire le même montant que l'année précédente, malgré des contraintes budgétaires supplémentaires. Malgré l'effort sur la masse salariale, nous avons pour ambition de changer la vie de nos agents, avec des politiques de ressources humaines volontaristes, avec pour principal exemple la semaine en 4 jours, proposée aux agents depuis 2 ans. Changer la vie des agents, c'est aussi, comme vous l'avez vu ce soir, proposer d'abonder de 10 tickets restaurants supplémentaires afin de favoriser leur pouvoir d'achat. Toujours en bon gestionnaire de deniers publics, nous proposons également une légère baisse au niveau des dépenses à caractère général, malgré encore une fois des dépenses contraintes en augmentation, notamment sur les assurances. Encore une fois, nous agissons en responsabilité pour réaliser de belles économies, notamment sur les marchés de l'électricité, que nous avons stratégiquement renouvelés et qui nous permet d'envisager une baisse de 500 000 €. Toujours en responsabilité, notre politique engagée depuis quelque temps pour lutter contre le gaspillage alimentaire nous permet une économie de 100 000 € au niveau de nos services de restauration. Ces économies nous donnent le pouvoir d'agir pour changer la vie de nos concitoyens avec de nombreuses politiques portées par Monsieur le maire et sa majorité municipale. Changer la vie, c'est ne laisser personne sur le bord de la route, et en voici quelques exemples. À travers nos politiques sociales, comme la reconduction du minimum social garanti et la subvention apportée au CCAS pour accompagner les habitants les plus fragilisés de notre commune. À travers nos politiques volontaristes envers les adultes et les enfants porteurs de handicap, favorisant un accueil adapté au sein de nos structures, telles que les accueils collectifs de mineurs, la restauration scolaire ou les maisons de quartier. À travers une politique de lutte contre la fracture numérique, en déployant une offre numérique au campus de la réussite, avec le Fab Lab, dans nos maisons de quartier, à la médiathèque, avec les ateliers numériques et les bornes interactives, au CCAS, avec la maison France Service et bien plus encore. Changer la vie, c'est avoir une politique ambitieuse à destination de notre jeunesse, à travers l'accompagnement scolaire porté par le campus de la réussite, au soutien à la recherche de stages, à la mise en place des microfolies et de nombreuses autres activités,
À travers une politique jeunesse de plus en plus attractive, avec le retour des séjours ski depuis 2 ans, des séjours d'été, avec les périscolaires et les accueils collectifs de mineurs, avec l'ouverture de lieux d'accueil pour les adolescents sur le quartier Saint-Jacques et Moulins, avec la semaine de la jeunesse. À travers l'accès à la formation BAFA pour 74 jeunes de notre commune. Changer la vie, c'est une attention particulière à l'attention de nos seniors, à travers le repas du mercredi qui aura fait profiter plus de 3000 seniors en 2024, à travers une programmation du service senior, la semaine bleue, à travers le pass senior. Changer la vie, c'est aussi maintenir le pouvoir d'achat de nos habitants, à travers les différents passes, le pass culture, le pass sport, le pass senior, à travers une politique tarifaire juste et adaptée aux revenus de chacun, à travers la prime vélo que nous maintiendrons cette année. Changer la vie, c'est aussi faciliter l'accès à la culture, à travers une programmation culturelle de qualité à des prix abordables, à travers la compensation tarifaire attribuée aux Varlins pour permettre l'accès au cinéma, encore une fois une tarification défiant toute concurrence sur le territoire. Changer la vie, c'est avoir une démarche proactive autour de l'économie sociale et solidaire et de la justice alimentaire avec l'avant-MAD et la réflexion autour d'une alimentation durable que nous avons évoquée ce soir. Changer la vie, c'est enfin favoriser l'activité associative avec le financement de plus de 150 associations de notre ville. Le tissu associatif et les groupes informels en maison de quartier sont le ciment social de notre ville. À travers le sport, la culture, le vivre ensemble, les associations et les groupes informels sont de véritables acteurs de la vie locale et de l'animation de notre ville. Changer la vie passe aussi par le biais de nos infrastructures et de nos capacités à investir pour construire la ville de demain. Un budget de plus de 14 millions sera dédié à l'investissement en 2025. Et sur l'investissement aussi, nous pouvons saluer notre bonne gestion avec des indicateurs importants. À commencer par la maîtrise de notre dette, qui s'élève à ce jour à 13 millions d'euros, mais dont l'annuité est évaluée à 2 ans, ce qui est très faible au vu du seuil critique de 12 ans. Nous pouvons également évoquer notre excédent de fonctionnement anticipé 2024 à hauteur de 6,1 millions, qui repasse symboliquement au-dessus des 10%, qui permettra de financer une bonne partie de nos investissements. En ce qui concerne les autres recettes d'investissement, nous retrouverons le FCTVA et à nouveau, nous allons mobiliser les subventions d'investissement telles que le FIC, comme ce soir, ou la DSIL. Enfin, nous proposerons, en cas de nécessité, d'avoir recours à l'emprunt à une hauteur maximum de 3,6 millions. Ces recettes vont permettre, comme je l'évoquais, de porter la politique d'investissement ambitieuse pour changer la ville, en commençant par la politique d'investissement pluriannuel d'entretien de notre patrimoine afin de maintenir nos équipements structurants en très bon état. Changer la ville, c'est aussi avoir une réflexion écologique et économique en réalisant des économies d'échelle sur nos futurs projets et en investissant sur les énergies renouvelables, notamment sur le photovoltaïque. C'est agir en passant à l'éclairage LED au sein de nos bâtiments publics. Changer la ville, c'est poursuivre nos investissements à destination de nos concitoyens sportifs. Après le stade Calcoun et le stade de Bussy, nous débuterons cette année les travaux de la salle de sport du Nord-Dover. Et après l'ouverture du grand bassin de la piscine Néo-Lagrange, nous devrions retrouver notre petit bassin en fin d'année. Changer la ville, c'est continuer notre volonté de rénover les groupes scolaires afin d'offrir des conditions d'apprentissage optimales aux élèves de notre commune. C'est le cas des travaux à l'école Buffon. Changer la ville, c'est permettre à nos agents de travailler dans de meilleures conditions à travers la reconstruction des services techniques qui devrait commencer cette année. Changer la ville, c'est enfin apporter un environnement sécurisant à nos concitoyens avec le déploiement de la vidéosurveillance et de nos centres de supervision urbains. Voici donc une partie des investissements programmés sur l'année 2025. Et pour être plus précis, vous retrouverez l'ensemble des investissements dans le rapport d'orientation budgétaire qui vous a été communiqué. Pour conclure, vous l'avez constaté à travers cette introduction au débat, la forte ambition portée par Monsieur le maire et la majorité municipale à faire de Grande-Synthe une ville où il fait bon vivre, une ville agréable, à travers des politiques sociales ambitieuses, à travers une politique d'investissement réfléchie et proactive. Comme chaque année, nous vous présenterons un budget primitif à l'image de nos valeurs de gauche, avec du vivre ensemble et de nombreuses manifestations et activités proposées, avec de la solidarité et du partage pour ne laisser personne sur le bord du chemin, avec un progrès social à l'image de la semaine des 4 jours, avec une vision écologique, économique et sociale et solidaire pour développer la ville de demain. Voilà, Monsieur le maire, un budget pour changer la vie, changer la ville. Merci Benoît. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Monsieur Alabassi ou Madame Max, allez-y. Je vais commencer. Honneur aux femmes.
En fait, j'ai juste un problème de compréhension dans les chiffres, parce que ce qu'on nous a présenté il y a quelques semaines par le cabinet Klopfer, je ne retrouve pas les mêmes chiffres dans le débat d'orientation budgétaire. Donc je voudrais savoir quels sont les vrais chiffres. Par exemple, charge de personnel, c'était 57% de mémoire chez Klopfer, là j'ai 64% sous les yeux. J'ai la dernière phrase, page 27, concernant les charges de personnel, BP à 40,5 millions. Dans le tableau Klopfer, j'ai 36,7. En fait, il n'y a aucun chiffre qui est cohérent. Donc, au final... Je vais déjà vous répondre là-dessus. C'est parce que le cabinet Klopfer, comme il le fait depuis 2001, fait des chiffres retraités. Donc, c'est qu'il prend la dépense et qu'il retire de la dépense les recettes. Parce que quand on a des contrats aidés, on a des recettes. Donc, le cabinet Klopfer, c'est sur une base de chiffres retraités. Il met le coût net. Ça veut dire que dans les dépenses de personnel, il ne met que le coût net, il ne met pas la dépense, il met le coût net de l'emploi d'insertion, par exemple. C'est ça. OK. Mais c'est ça qui fait les 4 millions d'écart, parce que ça fait beaucoup, 4 millions pour des... Vous avez beaucoup d'insertions. Et Klopfer, il est sur le réalisé, on me dit aussi. Il n'est pas sur un BP, Klopfer, il est sur un réalisé. Donc là, ce sera une discussion de compte administratif. Mais là, il nous fait un réalisé 2025. Non. Non. Oh, c'est un prévisionnel. C'est un prévisionnel. Ouais, mais du coup, il y a quand même 4 millions d'écart. Je sais que Klopfer sont bons, mais s'ils arrivent à faire un réalisé 2025, ils sont très bons. Oui, mais justement, c'est là où je me pose la question. Ce soir, nous sommes dans le cadre d'un débat d'orientation. On a quand même 4 millions d'écart et du coup, les pourcentages sont on est dans un débat d'orientation budgétaire ce soir. Oui. Donc l'écart, c'est par le retraitement. C'est pour ça qu'on passe sur des chiffres différents en termes de masse salariale brute ou nette. Et la fiscalité, pareil, il y a du retraitement, et, parce que vous dites 17%, Klopfer c'était 12,4%. En fait, tout est retraité. D'accord. Bon. Mais vous savez ce qui m'a déplu, moi? Alors je vous laisse finir. Vous savez ce qui m'a déplu? C'est votre comportement durant la présentation Klopfer. Parce que remettre en cause les attendus et les résultats d'un cabinet peut-être le meilleur au niveau international, national, et qui nous suit depuis 2001, il faut déjà le faire. Remettre en cause le travail de nos agents en ayant de la suspicion sur les chiffres qui sont indiqués, c'est remettre, et vous qui êtes quand même, connaissez quand même la fonction publique quelque peu, remettre en cause le travail de vos collègues, je trouve ça pas très digne. Et je le dis très clairement. Parce que aller sur ce terrain-là, n'y allez pas avec moi parce que ça ne se passera pas. Parce qu'on peut attaquer politiquement, et j'ai aucun souci là-dessus, et vous le savez. Attaquer un cabinet nationalement reconnu et attaquer vos collègues, je trouve ça quand même un petit peu déplacé. Je trouve que vous exagérez, j'ai juste demandé des explications parce que je parle de votre comportement durant la présentation Klopfer. Et pendant la présentation Klopfer, madame, vous auriez pu poser... Vous auriez pu... C'est archi faux, je n'ai jamais rien... Vous auriez pu d'ailleurs, pendant la présentation Klopfer, vous auriez pu poser toutes les questions que vous vouliez. Vous ne l'avez pas fait et vous avez en sous-main critiqué le travail d'un cabinet nationalement connu et critiqué le travail des agents de la ville de Grande-Synthe. Et ça, je ne l'accepterai jamais. Archi faux. C'est archi faux. Déjà, vous étiez à l'autre bout de la table. Je ne sais même pas comment vous avez pu m'entendre. J'ai très bien écouté et je n'ai jamais critiqué qui que ce soit. Je n'ai jamais critiqué le travail des agents. Aujourd'hui, je demande simplement des explications pour bien comprendre justement ce dont on parle et je n'ai jamais critiqué personne. Donc, je ne comprends pas votre intervention là non plus parce qu'en plus, vous me faites passer pour quel genre de personne ? Franchement, là, je ne comprends pas votre attaque. Sincèrement. Continuez votre déroulé, madame Max. C'est pas moi qui vais le faire, du coup. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, le débat d'orientation budgétaire a pour objet d'informer les élus locaux sur les priorités politiques et d'en débattre, et également de voter de manière éclairée sur le budget. C'est donc un exercice obligatoire et nécessaire. Aujourd'hui, nous voulons vous faire part de nos inquiétudes. En premier lieu, nous parlerons des inquiétudes face aux prélèvements et contraintes budgétaires supplémentaires imposées aux communes et intercommunalités par l'État. Alors même que les dépenses de personnel représentent quasiment 63% du budget de fonctionnement, la ville subit une augmentation, celle des cotisations sur les retraites. S'ajoute à cela le gel du montant de compensation de la TVA
Et enfin, pour terminer, nous sommes contraints de participer au redressement des finances publiques par le fonds de réserve d'1 milliard d'euros. Vous me direz que Grande-Synthe ne sera pas impactée, mais la CUD, si. Au vu des reversements effectués par la CUD et de ses aides apportées aux habitants, il semble imprudent de croire que cet effort à réaliser n'aura pas d'impact sur la ville de Grande-Synthe. Mais pouvez-vous nous garantir que les attributions de compensation versées par la CUD, elles, ne baisseront pas? En second lieu, nous parlerons de nos doutes sur les éléments évoqués dans ce rapport. L'attractivité de Grande-Synthe. De quelle attractivité parlons-nous lorsque les chiffres de l'INSEE du nombre d'habitants de la ville donnent 20 536 habitants, elle en comptait 23 634 en 2015. Vous vous félicitez de l'investissement porté par la ville. Pourtant, nous assistons à une diminution depuis 2019 des montants investis. Pour rappel, entre 2009 et 2019, la ville de Grande-Synthe investissait en moyenne 10,97 millions d'euros par an, alors que depuis la moyenne par an n'est que de 7,6 millions par an. Que dire? Vous vous fixez dans vos priorités le cadre de vie. Pourtant, une simple balade urbaine dans les rues de Grande-Synthe permet de s'étonner de cette allégation. Les rues sont sales, le mobilier urbain n'est pas au rendez-vous, et ce, malgré le travail de nos agents particulièrement investis. Et que dire de la sécurité qui se dégrade sensiblement? Sur le bien-être de nos agents, vous affirmez, page 34, que parmi vos règles de gestion figurent le bien-être et la qualité de vie au travail ou la communication interne. Nous recevons pourtant de plus en plus de plaintes, pas une semaine sans que des agents viennent nous parler pour nous faire part de leur mal-être au travail au sujet d'un climat social délétère et de la souffrance au travail. Un mal galopant dans notre ville. Pourtant, les arrêts se multiplient, nous vivons une mobilité, voire une fuite sans précédent des agents. Vous évoquiez également quelques pages en amont, page 21, la nécessaire maîtrise des charges du personnel, le non-remplacement des départs à la retraite, le recours aux heures supplémentaires qu'en cas de nécessité absolue. Comment faire? Les départs en retraite dépendent de l'âge, bien évidemment. Êtes-vous certain que ces postes ne soient pas nécessaires, que les compétences existent à l'interne? Avez-vous mis en place des formations, réalisé une GPEC, une gestion prévisionnelle des emplois et de compétences? Les agents de la ville aiment profondément leur métier, mais veulent aussi l'exercer, sans stress, sans angoisse au service des Grandes-Synthois. Nous entendons leurs souffrances au travail, leur désarroi et leurs inquiétudes. Et nous constatons malheureusement l'immobilisme de votre mandature. Aussi, nous voulons, en tant qu'élus de l'opposition et dans le cadre de votre prochain budget, disposer d'éléments chiffrés sur l'évolution de l'absentéisme de la ville, ainsi que sur la mobilité depuis 2020, et ce, par catégorie. Pour conclure, plusieurs questions que nous nous posons. Pouvons-nous parler objectivement d'un programme ambitieux d'investissement, alors que les principaux investissements sont de l'ordre de la maintenance? Pouvons-nous réellement croire à une maîtrise de la masse salariale sans affecter les agents ou la qualité des services? Pouvons-nous croire à l'attractivité et à un cadre de vie agréable sans investissement supplémentaire et avec des dépenses contraintes? Êtes-vous certain, Monsieur le maire, que vos orientations budgétaires répondent suffisamment aux préoccupations des Grandes-Synthois? Merci pour votre écoute. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à tout, parce qu'il aurait fallu me donner une liste, à l'après-vert, peut-être. Premier point. Vous savez, au dernier conseil municipal, quand on a parlé à un moment de la contribution de la ville de Grande-Synthe au redressement des finances publiques, j'avais annoncé le chiffre de 1,3 million. C'était 1,3 million que l'État devait nous prendre sur le budget communal. Et j'avais même dit, vu l'instabilité politique et aussi les différentes interventions des associations des maires et des députés de gauche, des sénateurs de gauche, que je pensais que ça n'allait pas se faire parce que c'était complètement improbable, puisque le PLF Barnier matraquait en fait compte les collectivités locales. Vous avez ri. Vous avez même douté de ce que je disais. Je n'avais pas forcément tort, puisque le gouvernement Barnier n'a pas fait long feu et qu'on n'a pas aujourd'hui plus de visibilité, mais on sait qu'on ne sera pas impacté, en tout cas, à hauteur de ce qui était prévu dans le gouvernement Barnier à 1,3 million. Sur quelques inquiétudes, alors vous pourriez me donner vos listes, de toute façon tous les documents que vous souhaitez, on les mettra bien entendu à votre disposition, nous on travaille en transparence. Vous nous parlez aussi à un moment sur la baisse hypothétique de l'attribution de compensation. Non, l'attribution de compensation, c'est quelque chose qui est figé, sauf service commun ou mutualisation.
La pondérable dans le mécanisme communautaire, c'est la DSC, la dotation de solidarité communautaire. Et c'est celle-ci qui est renégociée chaque année, et c'est celle-ci que Benoît, d'ailleurs, fait un gros travail pour à chaque fois défendre, et c'est plutôt positif, vous en conviendrez, cette année. Mais ces derniers temps, d'ailleurs, durant ce mandat-ci. Vous parlez de la maîtrise de la masse salariale. Regardez, vous avez les éléments comme moi. Alors, on va déjà anticiper sur le compte administratif. De compte administratif à compte administratif, sur N-1, on va faire une économie de masse salariale de 300 000, une dépense inférieure de 300 000 euros. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'était, alors que ce soit 57% ou 64% de nos retraités, peu importe, puisqu'on sait que les 2/3 de notre budget, ça part dans la masse salariale à Grande-Synthe, et bien oui, pour pouvoir continuer à investir, pour pouvoir continuer à préserver l'épargne brute, effectivement, il faut rationaliser. Et c'est ce qu'on fait, on ne fait pas de gaieté de cœur, mais on le fait en responsabilité. Vous savez, il y a un principe, c'est celui de la responsabilité. Et en responsabilité, oui, on a travaillé sur la masse salariale, on a même baissé de CA à CA de 300 000 euros en ayant toutes les augmentations que je vais vous citer, puisqu'ils sont là, puisqu'on ne les a pas cachés. En 2024, l'augmentation du point d'indice de 1,5%. En 2023, donc qui a répercuté sur l'année 2024, 350 000 euros. L'augmentation de 5 points pour l'ensemble des grilles, soit 388 000 euros. L'augmentation des cotisations de la CNR ACL, 163 500 euros. Il y a même l'augmentation de la RIFSEP, puisque nous, tous les agents qui étaient à un indice minimal au minimum à la RIFSEP à 120 euros sont passés à minima à 160 euros. Donc chaque agent qui était au minimum a eu un pouvoir d'achat de 40 euros en plus par mois. Et on l'a même fait en mettant la semaine en 4 jours. Et on nous a même dit à cette époque-là qu'on était complètement à côté de la plaque, parce que c'était pas possible. N'est-ce pas, Nathalie? Tu as forcément beaucoup travaillé sur ce sujet-là, que c'était pas possible de mettre la semaine en 4 jours, surtout en n'augmentant pas la masse salariale et surtout en ne faisant pas de recrutement. Eh bien, on l'a fait. Vous savez comment on l'a fait? Alors, on a mis un peu de temps, puisqu'on a commencé à travailler sur le dossier en février, ça a été effectif au mois de janvier. On l'a fait avec les agents, avec les services. Et les 4 jours, la semaine en 4 jours, c'est près de 200 agents, donc un peu moins de 30% de nos agents titulaires aujourd'hui qui sont la semaine en 4 jours, avec donc une amélioration quand même des conditions de travail, avec un meilleur équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. On l'a fait avec eux parce que dans chaque service, ils ont cherché, ils ont imaginé, ils ont proposé la mise en place de la semaine des 4 jours. Un autre point, alors là, ça me fait doucement rire. Parler de sécurité. Non mais, on est gentil là quand même. Au moment où on reste sérieux. C'est les mêmes en face de l'opposition qui étaient contre la vidéoprotection. On est bien d'accord. Vous étiez contre l'investissement de 1,5 million sur la vidéoprotection. Si, bon, on peut reprendre les PV. Vous étiez contre. On avait proposé autre chose. Laissez-moi finir, Madame Max, vous aurez la parole en temps et en heure. Et ça sera un grand plaisir que je vous répondrai. Donc vous étiez quand même contre la vidéoprotection. Je vais vous rappeler depuis le début du mandat. D'ailleurs, tiens, j'ai les chiffres sur mon téléphone en plus. On est passé... Bon, vous n'êtes plus là, mais peu importe, je les ai en tête. On a mis en place une brigade routière. On a mis en place une brigade verte. On a mis en place une brigade de soirée. On est passé à un effectif aujourd'hui de 21 agents de police municipale plus les effectifs d'agents d'ambiance ou de surveillance. On l'a fait. On l'a fait, ça a coûté à la ville, je peux vous dire. Alors j'entends des fois la douce musique qui dit qu'il n'y a pas cette sécurité. L'augmentation des effectifs, la vidéoprotection, ce sont des outils, la vidéoprotection est un outil supplémentaire, l'augmentation des effectifs d'agents, effectivement, ça améliore les choses. Vous dire qu'il y aura 0 acte sur la ville de Grande-Synthe, je pense qu'il n'y a personne autour de la table qui peut le prévoir et qui peut le dire. Mais remettons un petit peu le clocher au milieu du village. Hein. Alors pareil, un autre exemple. Vous nous dites, on n'est plus que 20 536, on était 23 634. C'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que dans les chiffres de la DGF, dans les chiffres de l'État, ils nous comptaient tous les ans 1800 réfugiés. Vous ne saviez pas ça, hein? Eh ben, c'était comme ça, c'était un accord qu'il y avait eu à l'époque de mon prédécesseur pour inclure 1800 réfugiés dans le calcul de la population grand-saintoise pour la DGF. Donc vous voyez, comme les autres villes du territoire de la communauté urbaine de Dunkerque, on perd des habitants en ce moment. Il est vrai. Mais on perd des habitants, pourquoi à Grande-Synthe? Parce qu'on manque cruellement de logements,
On a 1200 demandes de logements en attente, et avec les familles éclatées et recomposées ou les familles monoparentales, un logement avant qui était occupé par une famille, il faut presque 2 logements, puisqu'effectivement, les personnes se séparent. Donc on a cette problématique de logements sur Grande-Synthe, et on y travaille. Et dans ce qu'on a proposé, d'ailleurs, si vous avez suivi les vœux à la population, il y a sur une projection des 10 ans, la construction de 2000 logements sur le territoire de Grande-Synthe. Pourquoi? Ce n'est pas des logements juste pour ceux qui viennent travailler, c'est des logements pour nos enfants, pour vos petits-enfants et pour le parcours résidentiel de la part de nos concitoyens. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans une ville où il y a 63% de logements sociaux, où il y a 1200 demandes de logements en attente, il faut construire avant tout pour ceux qui sont et qui veulent rester sur Grande-Synthe, parce qu'il y en a beaucoup. Malgré tout ce que vous dites, je pense qu'on est quand même assez attractif au niveau de logement et au niveau de ce qui est mis en place. Voilà un petit peu. Alors après, vous me dites qu'il y a du mal-être au travail, alors je veux bien l'entendre. On a mis en place, et Nathalie en parlerait beaucoup mieux que moi, par exemple, les fiches RPS, risques psychosociaux. Moi, j'y ai pas accès, ce qui est normal, parce qu'on a quand même embauché une assistante sociale sur ces sujets-là. Des fiches RPS, il y en a 10, 12. Donc, à un moment, entre le ressenti et si tout le monde se sent mal à son boulot, oui, alors moi, je dis très clairement, ceux qui se sentent mal au boulot, ils aillent voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Hein. Vous savez, aujourd'hui, vous me parlez de changement Non, mais vous me... Parce que moi, j'ai 90% des agents qui sont des agents extraordinaires. Et vous savez, quand on a restructuré les services de la collectivité pour justement baisser la masse salariale, les propositions sont venues de la base. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Madame Max, moi jamais je laisserai mettre en exergue le travail des agents ou les mettre en défaut, parce qu'on a des agents qui sont formidables à la ville de Grande-Synthe et qui sont aussi des gens qui habitent la ville et des gens qui aiment leur ville. Alors vous savez, la politique politicienne à ces niveaux trottoir en disant il pleut, c'est de la faute du maire, il y a une crotte sur mon trottoir, c'est la faute du maire. Soyons un petit peu sérieux et allons sur les vrais sujets. Les vrais sujets, c'est quoi? Et tu l'as dit, Benoît, dans ta présentation. C'est qu'aujourd'hui, on a des recettes qui sont complètement à tonnes et qu'on a des dépenses qui augmentent. Vous savez, le tour de force qu'on fait quand on baisse de 300 000 euros de compte administratif, la masse salariale, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de responsabilité. Vous savez comment je l'ai fait? J'ai convoqué l'ensemble des cadres de la ville de Grande-Synthe, que ce soit les DGA ou les responsables et les directeurs. Et j'ai dit 2 solutions, parce qu'on doit le faire. On doit le faire parce que l'État est en train de nous asphyxier. Politiquement, ça va bien, certaines personnes. Hein. Moi, non. Moi, je suis de gauche, je revendique d'être gauche, tout le monde sait où je suis. Mais 25 ans que je suis au Parti Socialiste, moi, j'ai jamais changé. Donc, on est pour justement défendre nos collectivités territoriales. Et bien, quand on a mis en responsabilité autour de la table, sous l'autorité du directeur général des services qui est à côté de moi, Philippe Limousin, on a dit, soit on le fait ensemble, ou soit on doit le faire seul. Et bien, on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble, et aujourd'hui, ça permet à la ville de Grande-Synthe d'avoir un petit peu d'oxygène. Et vous savez, moi, je suis élu depuis 2008. Tous les ans, quand Club Fer, alors ils ne l'ont pas dit cette année, tiens, pour une fois, il y a toujours l'effet ciseau. L'effet ciseau, c'est quoi? C'est vos dépenses qui augmentent plus vite que vos recettes. Et nous, comme nos recettes n'augmentent pas, c'est facile de comprendre que nos dépenses, elles, mathématiquement, augmentent. Et bien, on est en train d'essayer de serrer les dépenses pour justement pouvoir continuer à investir. Vous en avez parlé de l'investissement. Effectivement, on a à peu près, nous, 6 millions d'investissements sur un budget primitif qui est ce qu'on appelle de l'investissement redondant d'entretien, de bâtimentaire et autres. J'oserais dire fort heureusement qu'à un moment, on a mis sur le pied sur le frein sur les investissements. Par contre, aujourd'hui, grâce aux efforts qu'on fait, on est en train de faire quoi? On est en train de rénover Buffon. On est en train de faire l'extension, réhabilitation du Nordover. On a fait la rénovation totale de Calcún. On a fait un city-stade à l'Albec. On a refait le terrain de foot à Debussy. Et encore, je dois en oublier, on va faire les services techniques. On va faire un nouveau, et on aura l'occasion de bientôt le présenter, on va faire un nouveau équipement culturel en centre-ville. On travaille aussi sur la réhabilitation, rénovation complète de l'espace jeune de l'Albec. Et bien pour 2 raisons, il faut faire des plans pluriannuels d'investissement. La première, c'est parce que nos équipes sont
ils sont déjà bien chargés de travail dans les bureaux d'études et dans les fonctions exécutives, et je pense là aux finances, au marché et aux autres fonctions support. Donc on doit bien entendu lisser ça dans le temps, et deuxièmement, on lisse ça dans le temps aussi pour que ça soit absorbable au niveau financier. L'ambition, elle ne manque pas. La ferme Butin, tiens, j'ai oublié la ferme Butin, Madame Karimatul, excusez-moi, avec la maison de l'alimentation durable qui est aussi en finalisation de projet, puisque tout le pré-projet a été réalisé et on a lancé les concours de maîtrise d'œuvre. Donc voilà comment ça se passe dans la vraie vie, dans la réalité. Après, on peut stigmatiser, on peut faire de la politique politicienne. Je sais en faire, vous essayez d'en faire, tant mieux. Mais à un moment, vous savez, il y a un principe, c'est le principe de réalité. Et moi, j'aime beaucoup le principe de réalité. Voilà, Benoît, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, peut-être finir par une petite note d'humour. Si monsieur El Abbassi à l'adresse de la planche à billets, moi je veux bien la prendre, parce que forcément la frustration, elle est importante pour l'adjoint aux finances que je suis, quand on voit sur les années précédentes plus de 4 millions qui est dépensé sur les énergies. Forcément c'est du projet ou de l'investissement qu'on ne peut pas faire sur la commune. La frustration, elle est importante quand on voit la montée de l'inflation depuis quelques années, parce que forcément ça a un impact sur nos budgets de fonctionnement. Donc voilà, si on laissait sans agir, vous serez en train de nous reprocher aujourd'hui de ne pas être de bons gestionnaires, en fait. Et donc c'est un peu le paradoxe, c'est un peu paradoxal votre intervention. Vous nous reprochez de ne pas investir assez, mais on vous l'a bien expliqué, les crises successives qu'on a pu connaître sur les dernières années, elles nous ont quand même bien impacté budgétairement. C'est un peu paradoxal aussi de constater que l'État nous prend de l'argent et qu'à côté de ça, on n'a pas les compensations sur le point d'indice des fonctionnaires, même si je le rappelle, ça a été plutôt une bonne mesure, mais ça a eu un impact sur notre masse salariale. Donc, comme monsieur le maire l'a dit, on a vraiment fait de véritables efforts pour maintenir les finances de la ville, pour que ces finances soient saines. Et on vous l'a donné tout à l'heure dans les indicateurs, 2 ans d'annuité de la dette, ça veut dire qu'on a une capacité aujourd'hui à investir et à aller chercher de l'emprunt en toute sécurité. On est remonté au niveau de l'épargne brute au-dessus du seuil des 10%. On avait eu cette chute justement liée aux dépenses successives sur la crise énergétique et les autres mesures qui avaient été prises par l'État. Il était important de réguler. Et donc voilà, face à l'utopie, nous on est dans les réalités. Merci. Est-il des demandes de prise de parole? Madame Max, vous vouliez prendre la parole? Tout à fait. Donc je vais reprendre ce que je disais. Je n'ai jamais été offensante ni avec les agents, ni avec leur travail. J'ai posé simplement une question afin de mieux comprendre, contrairement à vous qui avez été offensant envers moi. Parce que vous m'avez jugé quasiment sur des choses que je n'ai pas réalisées, je n'ai pas faites. Donc je n'accepte pas ça. Voilà. Je trouve ça très offensant finalement. Vous avez le droit. Par contre, je vais en mettre une dernière. J'ai la primeur de lire sur le bulletin municipal vos contributions, on va dire, votre tribune. Elle est quand même extraordinaire cette fois-ci. Bravo, félicitations. Vous nous dites qu'il n'y a pas assez de sécurité à Grande-Synthe et qu'on pourrait, parce que d'un tour de passe-passe de magie, alors j'ai pas exactement la sémantique en tête, mais nous dire, avec la masse salariale et le nombre d'agents qu'il y a à Grande-Synthe, on pourrait quand même restructurer pour en mettre un peu plus sur la sécurité. Ce qui veut dire que, implicitement, vous nous dites, il y a plein d'agents qui ne servent à rien dans les services de la ville de Grande-Synthe qu'on pourrait remettre dans la sécurité. Vous lirez votre tribune, vous l'avez peut-être mal lu. Enfin, en fait, vous l'interprétez comme extraordinaire. Vous voulez. Mais en tout cas, ne nous faites pas dire ce qu'on ne dit pas. Laissez-moi finir, madame, je vous laisserai la parole. Entre nous, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire à un moment d'écrire dans une tribune. Et avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur la sécurité, on n'a pas été absent. Et moi, je le dis très clairement, et j'ai pu le dire d'ailleurs, et je vais prendre 2 exemples à la Voix du Nord lorsqu'ils m'ont interviewé sur ce sujet-là. Premièrement, moi, je ne suis pas favorable à la vidéoprotection. Martial Béard, l'individu, n'est pas favorable à la vidéoprotection philosophiquement. Par contre, c'était un engagement de campagne
qu'on a mis. Pourquoi? Parce qu'on a été voir les habitants, on a été voir nos concitoyens et on a parlé de sécurité. Et on a parlé des choses à mettre en place. Et on n'a pas fait que mettre, comme vous le sous-entendez à un moment, de la vidéoprotection, on a renforcé le service. On a renforcé le service avec la brigade routière, avec la brigade verte, avec la brigade de soirée, pour justement être plus proche de nos concitoyens. Et quand on met de la vidéoprotection, alors je l'ai entendu aussi, et c'est pas vous là, ouais, je ne veux pas dire que c'est vous, qu'on aurait dû aller chercher les fonds anglais. Parce qu'on n'a pas été chercher hein, les fonds anglais. Parce que la vidéoprotection n'a pas été mise à Grande-Synthe, parce qu'il y a des réfugiés. Et j'entends même des gens, il y a des gens qui vont voir notre police municipale en disant à votre maire, il aurait dû aller chercher les fonds anglais, il aurait pu vous acheter de nouvelles voitures. Extraordinaire, moralement. Et c'est pas vous, c'est pas... Ouais, c'est pas vous. Donc je dis pas que c'est vous, je suis pas à ce point-là. Mais quand même, c'est extraordinaire de dire ça. Il faut quand même oser, philosophiquement, humainement, aller chercher des fonds anglais sur un sujet qu'on n'a pas traité. Et avec la présence des réfugiés, qu'on a traité parce que effectivement aujourd'hui, le problème de sécurité dans nos... Et moi je fais jamais preuve d'angélisme, le problème de sécurité dans nos villes est prépondérant. Et pour répondre au problème de sécurité, là je parle même en tant qu'ancien conseiller délégué au CLSPD, donc le Conseil local de surveillance et de prévention de sécurité et de prévention de la délinquance à la CUD. Vous savez comment ça marche? Moi, je dis toujours, c'est un triangle. Et la première base, c'est l'éducation. Campus de la réussite, tout ce qu'on met en place aussi, et je pourrais en parler des heures, mais par tout ce qu'on a mis en place aussi pour aider nos jeunes, pour s'en sortir avec le gros travail fait par Nicolas Damy, avec la Maison de l'Initiative, par rapport au gros travail fait avec Keltouma Michi sur le Conseil municipal des jeunes, par rapport au gros travail fait par la municipalité avec le Campus de la réussite, avec Michel Attab, pour justement donner une chance et de l'égalité des chances à nos jeunes. Deuxième point du triangle, c'est l'urbanisme. Et quand j'étais au CLSPD, je disais toujours, quand vous êtes au CLSPD, vous avez la préfecture, vous avez tout le monde autour de la table. Je dis toujours l'urbanisme. L'urbanisme est important parce que tout simplement, si vous mettez un banc et un tas de cailloux à côté, voilà, il y a une chance supplémentaire que les gamins, un peu en déshérence, ils jettent les cailloux sur le bus. Donc on travaille sur l'urbanisme et on le fait. Le parc Saint-Jacques qui était devenu un lieu de non-droit. C'est comme ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est comme ça. Aujourd'hui, le parc Saint-Jacques, avec l'investissement qu'on a fait, avec le travail qui a été fait par la politique de la ville, avec les élus et avec les techniciens, aujourd'hui, on a réussi à le pacifier. Je ne vis pas dans le meilleur des mondes, on a encore beaucoup de problèmes et beaucoup de problématiques. Mais l'urbanisme est important. Et troisième petit point du triangle, c'est quoi? Quand on a fait la prévention, quand on a fait l'urbanisme, c'est la sanction. Moi, je ne suis pas contre la sanction quand elle est comprise et qu'elle peut être assimilée par les personnes. La sanction, elle arrive quand on a loupé l'éducation, quand on a loupé l'urbanisme, effectivement, là, on passe au volet sanction. Donc moi, je n'ai jamais fait preuve d'angélisme sur ces sujets-là, et je suis très très clair, il y a encore beaucoup de choses à faire, parce qu'on a quand même une ville avec des paramètres sociaux qui sont inquiétants, on a une population qui est fragilisée, et les mesures gouvernementales, je finirai par là, vont encore plus les fragiliser. C'est ce que j'appelle, mais depuis une paire d'années, et mes camarades qui sont autour de moi le savent, c'est ce qu'on appelle le phénomène de fracturation de la société. Alors on peut dire aux jeunes, il suffit de traverser et d'aller chercher du boulot en face, ça c'est Macron, hein, on sait bien, hein. Et après on va faire du ruissellement, le ruissellement, nous on ne l'a jamais. Hein. Nos jeunes ne l'ont jamais, parce qu'aujourd'hui, j'étais encore hier avec Julien Gauquel, député de la 13e, avec les équipes éducatives du lycée du Nord-Dover, pour parler de l'attractivité du lycée du Nord-Dover, pour parler des filières qu'il faut mettre en place pour préserver le lycée du Nord-Dover, et aussi pour demander des moyens qui sont juste ceux dont on a besoin pour sortir nos jeunes de l'ornière dans une ville comme la nôtre. Et on a des réussites, et on a beaucoup de réussites, mais on a aussi trop de laissés pour compte, et comptez sur moi pour toujours lutter justement pour ceux qui sont laissés pour compte. Albert. Oui, alors moi, si vous permettez, je voudrais rajouter, t'as oublié, la cantine quand même de l'Albec, c'est quand même une chose aussi importante pour les enfants, qu'ils évitent de se déplacer. Concernant l'insécurité, puisqu'on a bossé ensemble au CLSPD, et c'est vrai qu'il y a du monde autour de la table. Vous savez, la sécurité, je pense qu'à Grande-Synthe, il y en a comme dans beaucoup de villes. Mais quand on voit ce qui se passe ailleurs, Dieu merci, on est bien à Grande-Synthe. Parce que nous, il n'y a pas de Kalachnikov, il n'y a pas d'agression au couteau tous les jours, et ça, on peut le mesurer. Et il y a une mesure sur laquelle vous pouvez prendre, c'est les transports en commun. Ça fait très longtemps, et Dieu merci, qu'on n'a plus de caillassage, qu'on est tranquille, qu'il
qu'il n'y a plus d'agression dans les bus. Et Dieu sait, on s'était même déplacé tard le soir pour aller voir ce qui se passait. Donc, vous voyez, ça, c'est un point important sur l'insécurité. Mais l'insécurité au niveau national, toutes les villes sont en train d'exploser. Nous, on arrive quand même à garder, parce qu'on n'a pas tous ces phénomènes qui ont ailleurs. Heureusement pour nous, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été mises en place. L'urbanisme, c'est vrai que l'urbanisme, déplacer un parc où les gamins pouvaient ramasser les cailloux pour caillasser les bus, vous voyez, ça a été réfléchi. Comme à Saint-Paul, je ne sais pas si tu te souviens ce qui se passe à Saint-Paul, hein, quand on a fait ces sujets. Voilà, c'est tout ça l'insécurité. C'est un tout. D'autres demandes de prise de parole? On peut clôturer ce riche débat d'orientation budgétaire. Ça n'appelle pas de vote. Et on aura bientôt la prochaine séance avec le budget, le compte administratif, mon cher Benoît. On passe aux affaires éducatives, subventions aux associations sport, avec le fonds de concours CUD pour les frais d'entrée et transport des élèves. Sylvain Mazat. Merci, monsieur le maire. Par délibération, en date du 22 juin 2006, la communauté urbaine de Dunkerque a décidé, au titre de la dotation de solidarité communautaire, de participer aux charges liées au fonctionnement des écoles de ses communes membres. La finalité de cette participation est d'inciter et de favoriser l'accès de tous les écoliers de l'agglomération aux équipements communautaires à vocation pédagogique, à savoir le musée maritime et portuaire, le palais de l'univers et des sciences, le PLU, Biotopia, parc zoologique, le service éco-initiative, l'espace pédagogique de la station d'épuration de Coudekerque-Branche, la halle au sucre, le centre d'interprétation art et culture, le SIAC, pour la pratique sportive, le golf et la patinoire, le stade Tribu. Jusqu'en 2014, une totale gratuité et un remboursement intégral des dépenses d'accès aux équipements communautaires avaient été institués par le biais de fonds de concours versés aux communes. En 2015, il est apparu nécessaire de proposer un quota de dépenses pour chaque commune, basé sur une moyenne des sommes engagées sur les années antérieures et le nombre d'écoliers dans la commune, afin de maîtriser l'enveloppe budgétaire affectée à cette action d'ampleur. En ce qui concerne notre commune, le quota maximum voté par la communauté urbaine de Dunkerque au titre de l'année 2025 s'élève à 34 000 € TCC. Ce fonds de concours concernera les frais de transport vers les équipements communautaires ainsi que les forfaits afférents à la pratique du patinage et du golf durant le temps scolaire pour les élèves des écoles de Grande-Synthe. Dans ce cadre, conformément à l'article L. 5215-26 du CGCT, il convient de solliciter la communauté urbaine de Dunkerque quant à l'octroi d'un fonds de concours correspondant au montant maximum prévisionnel. Le versement d'un premier acompte pourra ainsi intervenir immédiatement, dès la signature de la convention afférente, et le solde, ajusté à due concurrence du montant total des dépenses réellement acquittées, sera versé dès la fin de l'exercice. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Sylvain. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce demande de fonds de concours? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe à l'approbation des décisions prises depuis le 10 septembre 2024. Y a-t-il des questions? Si on n'a pas, on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous remercie pour votre participation et ces échanges lors de notre débat d'orientation budgétaire et vous donne rendez-vous le mardi 25 mars 2025 pour notre conseil municipal pour le compte administratif et le budget primitif. Bonne soirée à toutes et à tous.